Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Cette édition sera consacrée pleinement à la 4e édition du Rebranding Africa Forum qui a eu lieu les 5 et 6 octobre 2017 à Bruxelles. Comment tirer le meilleur parti du dividende démographique du continent africain pour propulser celui-ci vers l'essor économique et l'émergence? Telle était la préoccupation majeure qui a réuni les participants à cette 4e édition du Rebranding Africa Forum sous le thème « Enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques ». De nombreux messages et recommandations des personnalités politiques, économiques, la société civile, de représentants d'organisations ou d'institutions nationales ou internationales, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe ont apporté une contribution remarquable à ce forum. Nous vous ferons suivre quelques extraits de ces messages. 3 panels portant sur le pari de l'agro-industriel, les opportunités du marché des services, investis dans le capital humain ont permis aux intervenants de premier plan, tout en épinglant les obstacles qui minent le continent africain dans sa marche vers le développement, en mettant en avant le facteur démographique comme atout, d'établir des outils, des formules, des clés, des stratégies pour transformer la démographie galopante africaine en une réelle opportunité de croissance économique. Nous vous donnerons un aperçu des différentes contributions des intervenants. De nombreux exemples de success stories ont permis aux participants d'avoir un meilleur baromètre des différentes innovations en Afrique. Lai Kamara, concepteur de la machine L2H2, une machine de fabrication de briques à terre stabilisée, nous présentera sa machine et son utilité. Après avoir pris part aux différents panels, Cécile Kenge, députée européenne, nous donnera une analyse sur cette 4e édition. Il en est de même du ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui conclura ce forum tout en donnant lui aussi des pistes de solutions aux grands défis de transition démographique du continent africain. Témoignage de ce jeune participant au forum, il est attaché au cabinet du président de la République de Mauritanie. Nous terminerons cette édition avec quelques images de remise des Rebranding Africa Awards 2017. Entamée le 5 octobre 2017 à l'hôtel Warwick à Bruxelles, la 4e édition du Rebranding Africa Forum s'ouvrait sur le sujet « Investing in the Youth to Harness the Demographic Dividend, Progress and Prospect » ou « Investir dans la jeunesse pour tirer le meilleur parti du dividende démographique, progrès et perspectives ». En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et BGC Health, les différents intervenants de haut vol, les hautes autorités politiques et représentants d'institutions nationales ou internationales ont enrichi la problématique posée sous différents angles en mettant en exergue le rôle fondamental des médias. Mabin Gengom, directeur du Fonds des Nations Unies pour la population de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, place le contexte du dividende démographique, une question déjà traitée par l'Union africaine, mais qui fait encore couler beaucoup d'encre depuis les propos du président français en juillet 2017 au cours d'une conférence de presse du G20 à Hambourg sur la fécondité en Afrique et son impact. Le chantier du dividende démographique qui a mobilisé le continent, qui a fait l'objet de toutes les conversations, qui a fait l'objet de la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de janvier 2016 de faire du dividende démographique le thème de 2017. Et les chefs d'État avaient demandé à ce qu'il y ait la feuille de route qui a été approuvée par le Conseil exécutif de l'Union africaine à Kigali en juillet 2016 et lancée en janvier 2017 à Addis Abeba par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous devons résolument nous tourner vers la mise en œuvre de la feuille de route par les 2 pays, dont certains ont même lancé la feuille de route chez eux. Les actions qui vont empêcher nos enfants de mourir en mer, les actions qui vont empêcher nos enfants d'être instrumentalisés dans la région du Sahel, je crois que nous avons un rôle. Écoutons la contribution du ministre de l'économie et de la planification du Tchad, son Excellence Ngeto Tirena Yambaye. La nouvelle philosophie et dont le dividende démographique est un pilier très important, c'est une réflexion nouvelle dont le rôle du politique, l'engagement au niveau politique est là, mais le comportement doit être, le changement doit être apporté par les médias et les institutions de formation. Donc, les médias vont vulgariser parce qu'au niveau politique, la décision est prise.
mais les médias ont la responsabilité de mieux communiquer. Lançons une opération de fundraising, mobilisation de ressources au niveau africain. Si chaque Africain donnait 100 francs pour le financement de ce large programme, imaginez combien on peut l'avoir. Donc, réfléchissons autrement pour que la mobilisation de ressources soit aussi domestique au niveau Afrique, pas seulement que ça vienne au niveau mondial pour pouvoir financer ce projet. Après avoir présenté le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, en sigle SWEDD, le coordinateur du dit projet insiste une fois de plus sur le rôle des médias. Nous avons la chance que pour les ODD, l'Afrique a démarré tôt. Faisons en sorte que justement le Conseil de dividendes démographiques puisse être le carburant qui puisse nous amener vers le développement. Et c'est là où on attend la responsabilité de la presse et des médias de notre continent. Pour entamer cette seconde journée sur la thématique centrale de cette 4e édition du Rebranding Africa Forum, Thierry Haute, fondateur du forum, a d'emblée donné une orientation face à la question du dividende démographique, à la transition démographique, aux autres multiples défis de l'Afrique et comment mieux se préparer pour capitaliser l'atout principal dont dispose le continent africain. L'envol tant souhaité de l'Afrique requiert l'activation concomitante de 2 leviers. 1. Le renouvellement profond du mindset en usage pour comprendre et orienter les dynamiques à l'œuvre sur le continent africain. 2. L'avènement d'une praxis de gouvernance publique et privée plus intelligente, résolument orientée vers le bien-être durable des populations africaines. L'un des atouts les plus décisifs du continent, son capital humain, et ce, au travers la question du dividende démographique. Cette question très complexe et discutée à la fois est devenue l'une des équations les plus essentielles à résoudre par les dirigeants africains. Quelques chiffres des experts de l'ONU retentissent comme un accélérateur de la prise de conscience. 1/4 de la population mondiale vivra sur le continent africain d'ici 2050. À lui seul, le Nigeria comptera 440 millions d'habitants, derrière l'Inde et la Chine. La population âgée de 65 ans et plus va doubler, passant de 3,4% à 7,7% en Afrique. Il est donc impérieux de se préparer efficacement à de tels bouleversements. 3 faits majeurs ont largement fait écho dans la plupart des messages délivrés par les orateurs. L'atout potentiel actuel qu'est le dividende démographique, le défi de la transition démographique et la planification des naissances. De l'avis des experts à ce laboratoire d'idées pour l'envol de l'Afrique, plusieurs contributions et interpellations laissent penser que tous les signaux sont au vert. Aux acteurs politiques, économiques, socioculturels, aux institutions nationales et internationales d'agir. Pour positiver l'Afrique, le Rebranding Africa constitue un cadre innovant, un espace de dialogue pertinent et un creuset d'alternatives inédits. C'est pourquoi aussi les jeunes doivent être au premier rang et constituer par la même occasion une force agissante dans les secteurs clés du développement, notamment l'entrepreneuriat et l'emploi, la question de l'éducation, la question de la santé, y compris la question de la santé sexuelle et de la reproduction, et surtout de la planification familiale. La prise en compte des besoins des jeunes est une urgence, une priorité. C'est tout le sens du dividende démographique. Et enfin, une bonne gouvernance pour garantir la transparence et la redevabilité. Nancy Wilfer-Field, présidente de GBC Health, s'est longuement apaisantie sur les piliers santé, clé de tout développement. Agenda 2030 provides a useful framework to help business evaluate the types of investments that are needed to promote prosperity across the globe. Health must remain front and center if we are truly to accelerate progress on any of the SDGs. Health directly or indirectly underpins all 17 goals and is critical to delivering other key outcomes such as economic growth and education. Health and well-being is also one of the 4 thematic pillars of the AU roadmap, and health is a key business issue regardless of your industry sector.
Good health remains essential to reducing youth vulnerability and extremism, improving workforce productivity, and creating an environment for youth to realize their full potential. And smart investments in cross-cutting areas like nutrition, food security, sexual and reproductive health, and malaria will have outsized impact on accelerating the demographic transformation and maximizing the dividends. The private sector is an essential partner in our fight to put young people first. As a call to action, we will be creating a private sector advisory group to help champion this important work on the demographic dividend, raising the visibility of this agenda globally, and developing direct avenues for business to bring their expertise to bear on some of these challenges, rapidly moving ideas from theory to action. Selon Dr Natalia Kanem, directrice exécutive par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population, le secteur privé, les jeunes Africains, les experts en communication de la diaspora et d'autres acteurs peuvent contribuer au projet de dividende démographique que l'on espère sera prospère pour l'Afrique. Together, with government leadership, with the private sector, the young people of Africa and of the diaspora, communications experts and others, can help the project of the demographic dividend that will spell prosperity for Africa to move forward. Leadership is so crucial, and we would like to recognize the strong engagement and leadership which is exemplified by President Alpha Condé as the helm of the African Union pushes this demographic dividend agenda forward on the continent. And Rebranding Africa has also taken up its ideas and its expertise to showcase the best of Africa. In this case, the brand of Africa that is young, the brand of Africa that is vibrant. Africa's brand is innovation. And that's why UNFPA is also proud and pleased to be with you, to dream big, and to help expand possibility for the young people of the continent. We work to make sure that every pregnancy is wanted and every childbirth is safe, because the sexual and reproductive health and rights of women to be able to plan their families is a key ingredient towards the demographic dividend. Every adolescent girl and boy deserves life-saving information that they can use to intelligently plan their future. And that's why at UNFPA we say, let us ensure that every young person's potential is fulfilled to the maximum. Knowing that Africa's young people are intelligent, they are energetic, they are resourceful. Limited resources should not affect their capacity to respond effectively. So part of our goal jointly here today is to figure out how to bring together partnership resources, including financial resources, to work together, to work with the Economic Commission for Africa, the ECA, to work with the African Development Bank, AFDB, the World Bank, the new Partnership for Africa's Development, NEPAD, and all other like-minded partners, including the private sector, our focus this time. Empowering women is central to the goals of the demographic dividend. This is why our precious young people will turn out to be a great force for good, a great force for peace and stability on the continent. This is part of the prosperity equation. Partnership, 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 working together with leadership, leadership, leadership is going to help us to promote youth employment in local communities, to foster innovation and encourage that startup mentality, those enterprises that I think we're going to be hearing more about today. Inscrit l'Europe et particulièrement la Belgique dans cette page de l'histoire de l'Afrique qui s'ouvre, en maintenant les liens existants et en tissant de nouveaux liens, telle est la préoccupation du ministre d'État belge, André Flau. Je m'efforce jour après jour de nourrir des liens respectueux et durables avec l'Afrique pour que nous ne passions pas ici, en Europe,
à côté de l'histoire. Réaffirmons-le sans cesse. L'avenir de l'Afrique, c'est notre avenir à nous tous. Certains à Bruxelles, Paris ou Londres continuent de regarder l'immense continent africain avec paternalisme et condescendance. Ils n'en finissent pas de regretter le temps des colonies. Ils oublient combien ces colonies vous ont blessés, abîmés, humiliés, épuisés. Ils refusent d'admettre que la prospérité de nos sociétés, c'est d'abord à vous, chers amis, que nous la devons, à vos parents, à vos aïeux. Dès lors, certains en Europe persistent à ignorer ou à minimiser le courage, la créativité, la grandeur, l'enthousiasme et le dynamisme de ceux qui travaillent à bâtir l'Afrique d'aujourd'hui. Incapables de penser au-delà des difficultés que vous rencontrez et qui sont réelles, les nostalgiques du monde d'hier ne peuvent comprendre vos atouts, ni surtout votre force culturelle, intellectuelle, spirituelle, en un mot civilisationnel. À l'occasion de cette 4e édition du Forum, vous avez décidé d'interroger et de mettre en débat une problématique de taille, la perspective des 4 milliards d'habitants à l'horizon 2100. Le défi est immense et vous le savez. Immense parce qu'une telle perspective implique d'investir dès à présent dans l'éducation, la transmission des compétences et de savoir-faire, mais encore dans la contraception, la santé. Comprenons alors que la mise en œuvre de nouvelles politiques de partenariat s'impose au premier chef. C'est ici que l'Europe a un rôle à jouer. J'ai choisi de placer mon intervention sous le signe du lien et plus encore du tissage de liens. Liens à faire vivre et à promouvoir. Des liens qui parfois doivent être inventés. Liens associatifs ou professionnels. Liens d'amitié. Liens entre les femmes et les hommes. Liens entre les générations. Liens culturels ou linguistiques. Liens sud-sud. Liens nord-sud. Pour son Excellence Mamadi Youla, Premier ministre de Guinée, la thématique de cette 4e édition du Rebranding Africa Forum s'inscrit pleinement dans la dynamique de recherche des solutions aux nombreux défis de l'Afrique par les institutions africaines. Le facteur démographique sur le continent africain constitue une réalité à la fois sociale, économique et politique qui doit être appréhendée par tous comme une véritable opportunité, mais aussi un important défi. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le taux de fécondité est passé de 6,6 à 4,9 enfants par femme entre 1966 et 2015 en Afrique subsaharienne, et 60% de la population africaine figure actuellement dans une tranche d'âge inférieure ou égale à 24 ans. Cette population qui s'élevait à 1 milliard de personnes en 2010 va passer à 1,6 milliard en 2030 et 3 milliards en 2065. Et on vient de le dire, 4 milliards en 2100. Ce dividende démographique pourrait générer une croissance économique conséquente sur l'ensemble du continent, à la seule condition que des politiques cohérentes soient mises en place avec responsabilité et efficacité. L'Afrique est jeune et doit réussir sa transition démographique et être pleinement consciente des enjeux et défis qui y sont associés. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du programme de développement durable à l'horizon 2030, les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ont consacré l'année 2017 au thème que je viens d'évoquer, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Cette thématique fait ressortir 2 exigences: l'accélération de la transition démographique et la préparation de la jeunesse à faire face aux enjeux de son époque. Pour cela, l'Union africaine a défini une feuille de route axée sur 4 piliers afin de placer les Africains
sur la voie qui mène à la valorisation du dividende démographique. Ces piliers étroitement liés et essentiels pour assurer l'augmentation des investissements dans la jeunesse et promouvoir le changement se résument en des points que vous me permettrez de rappeler succinctement. En matière d'emploi et d'entrepreneuriat, il s'agit de créer un environnement politique, commercial, financier et économique favorable à l'autonomisation des jeunes à travers des actions clés comme la mise en place de fonds de microcrédit, l'amélioration des offres de formation et d'emploi, la promotion de programmes de volontariat ou la promotion de l'entrepreneuriat jeune. En matière d'éducation et de développement des compétences, l'objectif est de favoriser l'accès à une éducation de qualité, une formation technique et professionnelle adaptée aux besoins du développement, la promotion de la science et de la technologie, une meilleure prise en compte des problèmes du marché de l'emploi. En matière de santé et de bien-être, l'une des principales exigences du dividende démographique réside dans une harmonieuse combinaison entre mortalité et fécondité. Cela passe par des investissements efficaces dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et la planification des naissances. Enfin, en matière de droit, de gouvernance et de responsabilisation de la jeunesse, il s'agit de garantir des processus politiques participatifs, représentatifs et inclusifs, de même que des institutions étatiques fortes et protectrices du peuple et de ses besoins fondamentaux. Des engagements fermes ont été pris par chacun des gouvernements pour mettre en place des politiques nationales en totale cohérence avec ces piliers définis par l'Union africaine. Tirer le meilleur parti du dividende démographique de l'Afrique, c'est aussi adopter une approche commune pour orienter les politiques vers les véritables leviers de la transition sociale. Ouvrant la série sur les panels, le premier était consacré au pari de l'agro-industriel. Quelle politique agricole, quel financement pour faire décoller ce secteur et bien d'autres questions ont permis aux experts de déployer leurs connaissances et expériences sur le terrain afin de trouver des solutions. Quand je prends l'exemple d'un pays comme le Cameroun, avec votre permission, le Cameroun a 5 grandes zones agroécologiques. Dans le monde entier, il y en a 6. Ça veut dire qu'on peut tout produire au Cameroun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous m'interpellez, il est question d'affirmer ici que l'agriculture devrait être le prisme à travers lequel on voit tous les autres secteurs de développement de notre pays. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, même la diplomatie, même la sécurité. Donc l'agriculture ne devrait pas être quelque chose de marginal. C'est-à-dire que de manière légitime, l'agriculture devrait être l'axe essentiel de notre développement pour la plupart des pays africains. Ici, on a 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans. Et je peux vous l'affirmer ici, ce serait un jeu d'enfant. Je prends 3 de ces mesures qui sont valables pour tous les pays africains. Alors quand on parle de subventions, ce que nous proposons au Cameroun, est-ce que c'est simple? C'est les subventions sous forme de primes à la production. Dans un village, on dit, si vous faites 1 hectare de maïs en utilisant les semences composites, on sait qu'au bout de 3 mois, vous allez récolter minimum 3 tonnes de maïs à l'hectare. Vous avez le devoir de le faire. Mais une fois que vous avez récolté 3 tonnes de maïs à l'hectare, vous avez une prime cash en espèces de 250 000 francs. On vous les remet et on vous laisse votre maïs. Vous le commercialisez dans votre cycle. Ce maïs qu'on a subventionné, les 250 000 francs, ça permet aux paysans d'améliorer ses conditions de vie. C'est ce que nous toujours voulons. Mais ça permet aussi aux consommateurs qui ont envie de trouver le kilogramme de maïs qui est abordable sur le marché. Pour le cas du Cameroun, si vous voulez engager le maïs dans l'élevage de poulet, que ce soit rentable, il faut que le kilogramme de maïs sur le marché camerounais soit rendu à 100 francs CFA le kilogramme. Mais aujourd'hui, il est à 250 francs. Vous voulez que ça enclenche quel tissu économique? C'est pas réaliste. Je vais plus loin avec cette subvention. Si on veut qu'il y ait de l'igname sur le marché de Yaoundé, on connaît les régions du Cameroun où on produit de l'igname. On va dans cette région, on dit aux paysans, écoutez, à partir de l'année qui vient, toute
paysan qui nous fait 1 hectare d'ignames qui bénéficie d'une subvention de 550 000 francs. Cash. Les paysans font le travail. On aura des ignames pour alimenter la ville. Et on payera de l'argent aux paysans pour améliorer les conditions de vie. Mais attention, cette zone où on produit des ignames, nous appelons bassin de production, on veillera à ce que très rapidement, dans ce bassin de production, on installe un centre de recherche sur l'igname. La production des disciplines techniques, la transformation et le marketing de l'igname. Ça n'existe nulle part en Afrique. Là où nous sommes ici, nous avons un milieu rural qui est extrêmement paupérisé. Et nous ne pouvons pas aller loin tant que nous ne portons pas ce milieu rural. Les agriculteurs disposent d'intrants de qualité, qui puissent avoir des coopératives de qualité, qui soient renforcées, qui soient structurées, qui soient institutionnalisées. Ça pose également le problème du financement. Faire en sorte qu'en dehors de la microfinance, au petit stade des coopératives, il y ait des solutions de financement adaptées à chacun des stades de développement du processus agricole. Production, transformation, conditionnement, transformation en produits finis à valeur ajoutée, puis exportation. Donc faire en sorte que notre agriculture ne soit pas essentiellement tournée vers l'extérieur et vers l'export, mais que nous ayons une réelle agriculture interne qui fournisse un marché domestique, donc avec la production de produits finis à valeur ajoutée, et ensuite une activité agricole dédiée à l'international avec un réel poids dans le trading des matières premières que nous produisons. Aujourd'hui, il est inacceptable que le CME, qui est le Chicago Mercantile Business Exchange, qui est la bourse en fait de Chicago, soit la seule bourse sur laquelle des produits africains soient échangés. Il nous faut des produits, des bourses agricoles africaines qui soient reconnues et qui aient un poids dans le trading et l'exploitation de nos productions agricoles. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait une chaîne de financement et d'acteurs du financement spécialisés sur l'agriculture et adapté à l'évolution donc, de cette agriculture en fonction aussi du degré de sophistication du maillon premier, c'est-à-dire le planteur. Donc je dirais que l'enjeu pour nous, c'est vraiment de mettre en œuvre un cadre qui favoriserait l'émergence d'entrepreneurs agricoles. Il faut instaurer un cercle vertueux à travers la filière. Il faut que les différents acteurs de la filière, que ce soit nous, semenciers, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les transformateurs, ou même les filières qui manquent dramatiquement au niveau de l'Afrique, ce sont les filières de collecte et de distribution, et les filières de transformation, les filières agricoles par exemple. Il faut instaurer un flux à travers ces filières, il faut instaurer une confiance à travers la filière qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où on arrivera à instaurer ça, tous les acteurs de la filière bénéficieront justement du développement de l'agriculture en synergie. Un modèle de réussite dans le domaine agricole nous vient du Burkina Faso, premier producteur de coton en Afrique. Aussi bien l'organisation des producteurs que l'organisation des sociétés cotonnières ensemble, on a créé ce que nous appelons donc l'AICB qui est en fait l'interprofession. Et c'est cette interprofession-là qui, si vous voulez, qui pilote l'ensemble donc, des activités des sociétés cotonnières, de telle sorte que, au niveau donc des prix de cession des intrants, au niveau donc du classement de la fibre, le label de la fibre au Burkina, c'est le même label. Il n'y a pas un label pour une des trois sociétés, mais c'est un label pour l'ensemble des trois sociétés cotonnières. Et je pense que c'est ça qui a permis donc, le décollage donc, de la production de coton au Burkina Faso. Et j'en veux pour peu, je pense que vous devez le savoir, au cours donc, de cette campagne 2016-2017, nous sommes repartis donc, à la production du coton donc, conventionnel, parce que depuis 2008, on était dans la production donc, du coton génétiquement donc, modifié. Et comme un seul acteur, que ce soit les sociétés cotonnières, que ce soit les producteurs, ensemble, on a décidé donc d'un retour vers la production du coton conventionnel, parce que tout simplement, on avait des problèmes de longueur de soie avec le coton génétiquement modifié. Une politique agricole qui ne viserait pas ces petits producteurs, finalement, n'est pas socialement viable. Donc, ayant dit cela, la question de l'accès au crédit pour les intrants, la mécanisation imposée, en lien avec, finalement, les assurances. Parce que quand les institutions de microfinance n'arrivent pas à financer les petits producteurs où les taux d'intérêt sont élevés, c'est parce que l'agriculture reste fondamentalement une activité risquée. On a très peu d'assurances qui se
sont mises en place pour les petits producteurs. Sans ça, nos taux d'intérêt seront élevés et les petits producteurs auront du mal à avoir accès au financement. Donc on a un lien entre accès au crédit pour les intrants, la mécanisation, mais également la sécurisation des revenus de ces petits producteurs pour qu'eux-mêmes puissent investir sur le moyen de long terme par des mécanismes d'assurance. Le deuxième panel présentait le sujet sur les opportunités du marché des services. Tout en épinglant les différents obstacles au financement du marché des services, les intervenants ont présenté différentes solutions pour la relance du secteur ainsi que les créneaux les plus porteurs, créateurs d'emplois. Nous pensons qu'il faut mettre en avant maintenant le nouveau baril de pétrole africain qui s'appelle la formation. Pour que nous puissions mettre en place une économie de la connaissance dans le cadre, grâce à cette formation, il nous faut conjuguer ce que j'appelle la règle des 4 I. Le premier I, les I, c'est en fait l'ensemble des ingénieries à mettre en place. Nous avons les ingénieries de formation. Pourquoi ingénierie de formation? Ce que l'Afrique va vivre en 30 ans, aucun continent ne l'a fait. Ce que l'Afrique va vivre dans 30 ans, personne ne l'a fait. Il y a dans l'histoire de l'humanité aucun exemple. Nous allons devoir accueillir 1 milliard de citadins ou 1 milliard d'individus supplémentaires. La deuxième ingénierie, c'est l'ingénierie financière et monétaire. Sans monnaie, pas de souveraineté. À ce moment, il nous faut donc penser plus l'investissement local, parce qu'il y a beaucoup de milliards dans nos pays. Nous avons la troisième ingénierie, c'est l'ingénierie des futurs Africains. Or, il va falloir maintenant proposer notre propre vision à travers une pensée stratégique qui permet de structurer l'avenir, de communiquer sur ce que nous voulons, mais surtout de disposer de cette fameuse communication d'influence que la mondialisation nous fait subir depuis pas mal de temps. Enfin, la dernière ingénierie, c'est l'ingénierie juridique et normative. Pourquoi juridique et normative? Mais vous ne pouvez plus négocier avec les règles imposées par les autres. À ce jour, les accords de partenariat économique, par exemple, pour moi qui est un exemple intéressant, c'est se nouent autour des règles imposées ou proposées. J'ai un plan, moi. Avec le programme 10 000 codeurs, je voudrais former des jeunes sur l'aspect opérationnel pour qu'ils puissent créer des applications. Et c'est là, dans le sens que j'apprécie vraiment le forum Rebranding Africa, c'est qu'il faut des solutions. Moi, j'ai commencé depuis 2 ans. Figurez-vous qu'à Yaoundé, à Douala, aujourd'hui, à Dakar, à Abidjan, je forme 3 fois par semaine, le soir, des jeunes qui sont déterminés à apprendre le métier de développeur. C'est opérationnel. J'ai entendu parler du Tchad. Le Tchad est sur notre feuille de route. La Guinée est sur notre feuille de route. Aujourd'hui, il faut qu'on forme ces jeunes. Moi, mon métier, c'est former. Aujourd'hui, ma vision, et c'est ça que je propose à l'Assemblée, c'est d'investir dans la jeunesse. Ça coûte combien? Aujourd'hui, moi, des multinationales me payent à peu près 3 000 à 4 000 euros pour former en 4 mois des gens dans le domaine de la reconversion. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas des informaticiens, ce sont des scientifiques, et on en fait des informaticiens. Ça coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Moi, je vais en former 10 000 en Afrique. Mais ça coûtera le même prix. C'est pas parce que c'est l'Afrique que c'est moins cher. Donc vous multipliez cette somme par 10 000, vous voyez à peu près ce dont j'ai besoin en 10 ans, entre 2015 et 2025, pour atteindre mon objectif. Est-ce que c'est pas concret? Ça, c'est concret. Vous formez les jeunes aujourd'hui, ils connaissent leur environnement, ils voient les problèmes, ils voient les mêmes problèmes comme vous et moi, hein, sauf qu'après, ils vont avoir des idées de start-up, ils vont avoir des idées, mais ce qu'il faut, c'est la connaissance opérationnelle. Comment est-ce qu'on crée une application web, mobile? Il y a beaucoup de juristes aujourd'hui, vous leur apprenez à créer une application web et mobile, et bien ils créent des logiciels dans le domaine juridique. Je vais vous donner un exemple d'apprement caractéristique parmi les jeunes que nous formons en Afrique aujourd'hui. Elle s'appelle Mahawa. Elle est sénégalaise. Elle est venue chez nous. Elle s'est formée, là elle va terminer dans le secteur médical. C'est-à-dire que parce que je lui ai donné des compétences en programmation, elle se rend compte en allant chez son médecin que tout est sur papier. Donc qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de faire un logiciel de gestion de patients. Elle vient de créer sa société, ça fait 2 mois. Elle a créé sa société, sa SARL, au Sénégal. J'invite toutes les organisations qui sont sensibles à cette volonté de faire 10 000 codeurs, d'alimenter tous les secteurs des services pour augmenter la productivité, à me rejoindre. Le secteur des services représentait le tiers
du PIB de la plupart de ces économies. Mais en fait, dans un pays comme le Cameroun, c'est un peu plus que cela, compte tenu du fait que l'industrie est quasi insignifiante. Le secteur des services tire un peu plus, il va au-delà de 40%. Mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux, mais pour cela, il faudrait que le continent sache s'ouvrir au monde, avec tous les éléments de modernité et d'efficacité qui s'accompagnent. Je prends l'exemple des transports, que ce soit les transports terrestres ou les transports aériens. La difficulté qu'il y a déjà aujourd'hui à couvrir les différentes capitales africaines, entre elles. La difficulté qu'il y a à couvrir les principaux pays, les principales villes des pays par route, et le nombre d'accidents qu'on y compte. On commence déjà par moderniser ce secteur pour fluidifier les échanges. Et l'autre secteur qui l'accompagne, c'est le secteur des télécommunications et de l'économie numérique. Après, il y a tout ce qu'il y a autour de l'environnement des affaires et de la qualité du dialogue entre le public et le privé. Quelle est la politique fiscale qui est administrée aujourd'hui pour développer ce secteur? Quelle est la sécurité foncière que le gouvernement garantit aux entreprises qui veulent investir dans le secteur? Quelle est la sécurité juridique? M. Passy l'a évoqué rapidement, mais même à l'intérieur des pays, ne parlons pas de l'Allemagne qui dit qu'elle impose ce qu'elle fait, même à l'intérieur des pays, il n'y a pas de sécurité juridique. Essentially, there's no added value into Africa when we promote, for instance, some of our core services, some of our core sectors for investment. So what we need to do is also have some forum or an investment code to promote services related to those core sector where we know that we'll definitely get foreign direct investment in mining, in oil and gas, in telecom, and whatnot. But what about the services that comes along with it? Because if you promote those services, put in place the infrastructure or investment code, and aggressively promote the investment opportunities in those services, and by the way, it's a sheer number, 2025, it will represent about $3.5 trillion, the service market opportunity in Africa. So it's massive. All we have to do is promote those activities to investors across the world. Sur l'Afrique, je crois que clairement, on l'a dit avant, on ne peut pas faire l'impasse sur l'agriculture. Si on veut massivement arriver à transformer, il faut qu'on arrive à ce que les jeunes s'engagent dans l'agriculture, arrivent à y croire. On a fait dernièrement la rencontre de l'AGRA à Abidjan. C'est assez encourageant d'ailleurs, ce qu'on voit. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes qu'ils peuvent faire de l'argent en allant dans l'agriculture. Sachant qu'aujourd'hui, moi j'ai vu un jeune, par exemple, qui me dit, moi, mon arrière-grand-père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur, mon père était agriculteur, mais tous y souffraient, donc moi j'ai fait des études et je ne veux pas devenir agriculteur. Donc il se dit, je ne peux pas faire d'argent dans l'agriculture. Pourtant, beaucoup de cas qu'on voit, ils arrivent à générer. Mais on revient, et encore une fois, il faut revenir à des problèmes complexes. Je vais m'installer avec ma famille à l'intérieur des terres pour aller exploiter une terre. Si mon fils ne peut pas aller à l'école, si je ne peux pas me soigner, si j'ai des difficultés à accéder à un endroit ou à exporter, ne serait-ce que sur la ville, mes productions, on retombe sur un problème. Et on voit bien que du coup, tout est interconnecté et souvent, on a peut-être trop attaqué les problèmes en silo. Donc il y a un vrai besoin d'approche de plus en plus holistique.